Bonsoir, peut-être bonjour, dans tout le cas, bienvenue dans Géopolitique, l'émission de Géopolis qui vous parle de l'actualité internationale. La RDC et les États-Unis sont en pourparlers pour conclure un partenariat stratégique sur le minerai rare ou le métaux rare, comme vous le voulez. En tout cas, les deux pays attendent de renforcer leur coopération dans ce domaine pour lutter contre l'insécurité, particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Alors, quel impact ce changement de paradigme aura dans la stabilité de la République démocratique du Congo, la RDC, dans la sous-région de Grand Lac, et quelles sont les concessions possibles pour chaque partie. Ce qu'on va parler avec les spécialistes de ces questions internationales, et le professeur Georges Mpoité Daoumné, qui est docteur en relations internationales, auteur de La coopération entre le Congo et le pays capitaliste, publié chez Harmattan. Il est également auteur de La coopération et le développement de la pyramide du décollage pour la République démocratique du Congo, et un ouvrage très riche qui décline justement beaucoup de stratégies pour que la RDC puisse sortir de cette situation. Georges Paté, j'étais en train de dire qu'il est, après ses études au Congo et en Allemagne, à l'université de Kent et celle de Newcastle, il était bénéficiaire d'une bourse pour aller étudier, justement obtenir un master en études internationales à l'université de Uyo en Téné, et son doctorat en relations internationales à l'université de Caroline du Sud. Aux États-Unis, l'université Columbia, justement, il a enseigné les relations internationales à Central State University aux États-Unis avant de regagner la RDC en 1997. Et il est chercheur sur les questions de développement et de coopération internationale. Il est professeur ici au Congo, principalement à l'université de Kinshasa et dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Donc, un chevronné en la matière. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. J'étais en train de dire à l'entame de cet entretien que la RDC est en passe de signer un partenariat stratégique avec les États-Unis, justement pour l'exploitation de minerais du Congo, le minerai contre la paix. Et vous pensez que c'est un bon choix, c'est une bonne stratégie, c'est un changement de paradigme. Vous pensez que ça aura de l'impact. Quelle chance donnez-vous à cette stratégie du gouvernement congolais de pouvoir finalement juguler la sécurité dans la partie orientale du pays? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Il y a évidemment beaucoup de commentaires autour de cet accord. Bon, vous avez dit là-bas, c'est minerai contre sécurité. Bon, c'est plus que ça. C'est pas seulement un problème de sécurité pour le Congo, mais il y a en plus de la sécurité, il y a aussi le développement, c'est-à-dire que l'aspect économique aussi dans cet accord. On ne doit pas ramener ça tout simplement à un accord de sécurité contre minerai. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un accord qui est, quand on dit partenariat stratégique, c'est global, c'est-à-dire que ça comprend tous les aspects de l'accord qu'on peut avoir entre deux gouvernements. Je ne vais pas trop m'étendre, peut-être on aura l'occasion de discuter tout ça. Notre pays est en guerre depuis 3 décennies. C'est une guerre, évidemment, ignorée de la communauté internationale, qui a fait des millions de morts. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais connu une guerre de telle ampleur. Et si aujourd'hui, par exemple, ici au Congo, nous parlons de génocide, mais c'est très important. Il n'y a aucun pays au monde, aucune nation au monde qui a ignoré autant de morts dans sa nation. Le Congo ne peut pas être le tout premier pays à jeter dans la poubelle nos millions de morts. Non, c'est très important, cet aspect de génocide. Donc, je dis que pendant
3 décennies, nous étions en guerre. On était en train de nous tuer. On se défendait, évidemment. Il y a eu une très forte résistance de la part des Congolais. Mais ça nous a coûté très cher parce que c'est une guerre. Beaucoup de gens ramènent ça sur une guerre tout simplement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais c'est faux, c'est pas ça. Parce que derrière le Rwanda, c'est toute une forêt qu'il y a derrière. Et alors, quand vous me posez la question sur l'accord, je vous dirai d'avance que cet accord, pour moi, c'est vraiment un bout de sauvetage pour notre nation. Voilà ce qu'on va voir justement. Autour de cette table-là, on va voir avec la déclaration de Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump, le président américain dans la sous-région de l'Iran, qu'il a rencontré le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au cours de l'échange avec le président de la République. Les deux personnalités ont évoqué justement ces questions, en tout cas lors de sa sortie de l'audience avec le président. Il a déclaré ce qu'il était venu faire au Congo et c'est ce qu'on va tenter de suivre avec la régie pour voir comment est-ce qu'il résume justement la pensée américaine, pour voir justement comment est-ce que cette guerre pourrait être terminée, en tout cas comment la coopération stratégique entre les deux pays pourrait être amorcée dans ce domaine de l'exploitation minière du pays. C'est un grand plaisir d'être à Kinshasa. Ma première étape, comme vous l'avez dit, en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique. Et c'est un grand honneur. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain, stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Je vous remercie. Merci.
Voilà ce on pouvait dire, plutôt, voilà ce que le secrétaire, l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région des Grands Lacs a pu déclarer. Professeur, vous avez dit, il y a au-delà de la coopération dans les secteurs miniers, il parle aussi des investissements dans des infrastructures, on parle de développement du pays, on parle justement de l'intégrité territoriale de la RDC. On voit que c'est un accord, c'est une coopération, c'est un partenariat qui va au-delà justement de minerais. Quelle est votre impression, vos impressions en écoutant justement le conseiller du président Trump? Exactement, c'est ainsi que je dis que ce n'est pas un accord qu'on pourrait ramener tout simplement en un échange de minerais contre sécurité. C'est pas ça. C'est un accord qui est globalisant. Vous voyez comment il a inclus justement le secteur commercial, économique. Il a parlé des infrastructures, il a parlé de l'emploi, il a parlé, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres opportunités qui seront offertes à travers cet accord. Je peux peut-être maintenant amener ça, comparer ça un peu peut-être avec ce qu'on a eu avec les pays, avec la Chine, parce que nous avions déjà signé on avait signé un mémo d'entente, un accord global stratégique aussi avec la Chine. Le président de la République avait voyagé, avait signé un tel accord. Mais cet accord-là qu'on avait signé avec la Chine n'avait pas atteint, n'est-ce pas, le niveau n'est-ce pas, de réalisation sur terrain. Au niveau, parce qu'il fallait quand même des accords maintenant suivi après l'accord global qu'on a signé au niveau des présidents. On devait descendre au niveau vraiment pratique pour voir exactement ce que les investisseurs chinois comptaient, n'est-ce pas, faire sur terrain en République démocratique du Congo. On n'a pas encore atteint ce niveau là-bas. Mais non, prof, c'est pas contradictoire parce que vous savez qu'en 2008, sous le président Kabila, il y a eu un accord entre la RDC et la Chine. Le groupe d'entreprises chinois qui a travaillé dans les infrastructures. On voit les minéraux contre les infrastructures. On a vu la modernisation des grands acteurs, particulièrement de Kinshasa, dont le boulevard Lumumba et beaucoup d'autres acteurs, la construction de ponts, la construction de beaucoup plus d'infrastructures. Quand vous dites que nous ne sommes pas entrés justement dans la concrétude de ce projet. Si vous lisez mon ouvrage, vous allez voir que les analyses de cet accord dont vous parlez entre le régime Kabila et la Chine, les résultats, c'est que c'était pas un accord gagnant-gagnant. Nous avons perdu dans cet accord là-bas. Et même si la RDC devait s'en tirer quand même avec quelque chose comme 7 ou 8 milliards de dollars. Ah voilà, les 7 ou 8 milliards de dollars sont venus après que le régime actuel ait constaté qu'il y avait des pertes et qu'il fallait passer par la révisitation, n'est-ce pas, de ces accords. Et c'est dans ce travail là-bas que l'IGF est arrivé justement à avancer ce chiffre-là qu'on a sollicité, n'est-ce pas, au gouvernement chinois. Donc, en résumé, on doit dire de cet accord-là, c'est qu'au départ, ce qu'il y a eu entre le régime sortant et la Chine, ce n'était pas une coopération gagnant-gagnant. Non, c'était une coopération gagnant-perdant. On a perdu dans cet accord-là. Ben, évidemment, on comprend que après les échanges que nous avons eus, que les présidents ont eus, les deux pays, il y a une volonté qui a été manifestée du côté, n'est-ce pas, de nos partenaires chinois pour améliorer cet accord là-bas, pour que on puisse arriver à approcher ce que nous appelons ici un accord gagnant-gagnant. Donc, quand on compare ça maintenant avec ce que nous avons ici avec l'Amérique, l'Amérique nous parle déjà d'avance qu'ils sont dans cette option là-bas d'un accord gagnant-gagnant. Voilà.
Mais Donc, qu'est-ce qui oui. fait sa particularité, justement, cet accord en vie avec les Américains, d'autant plus que c'est pas la première fois que la RDC partage, coopère avec les États-Unis. Nous avons les représentations diplomatiques qui sont dans les deux pays. Et la RDC a toujours été aux États-Unis, les États-Unis ont toujours été au Congo. Et ça faisait plus de 115 ans, tel que vous démontrez dans l'un de vos ouvrages, vous dites que la coopération entre l'Afrique, la RDC et les pays des tiers-monde avec les États-Unis, avec les grandes puissances, n'a jamais été gagnant-gagnant. Oh oui, ça c'est vraiment une histoire triste. Dans mes recherches, effectivement, j'ai parcouru à peu près 115 ans, n'est-ce pas, de coopération entre le Congo et les pays capitalistes. Bon, les pays capitalistes, c'est un peu global, c'est globalisant. Et cette coopération, effectivement, je l'ai qualifiée de gagnant-gagnant et de perdant-perdant. C'est-à-dire que c'est un cycle de gagnant-gagnant et de perdant-perdant. C'est un cycle récurrent. On n'a jamais, dans mes recherches, je vois qu'on n'a jamais atteint le niveau, n'est-ce pas, de gagnant-gagnant. Et c'est ainsi que dans mon dernier ouvrage ici, j'ai dit que nous sommes dans une situation, une opportunité que les dirigeants congolais doivent saisir pour éventuellement faire booster, n'est-ce pas, cette économie, cette coopération, pour qu'on arrive à une coopération gagnant-gagnant. C'est ainsi que c'est là où entre en jeu, n'est-ce pas, cette discussion, n'est-ce pas, d'un nouvel ordre mondial, ainsi de suite, comment l'ordre mondial est en train de bouger à l'heure actuelle à travers le contrôle des minéraux stratégiques. C'est-à-dire que le problème qu'il y a là-bas, c'est l'impératif énergétique dans l'hégémonisme au niveau international. Vous ne pouvez pas prétendre être une puissance internationale sans contrôler l'énergie. Et l'énergie est maintenant en transition. Donc, on peut parler aujourd'hui, on peut dire finalement que l'énergie devient une ressource géopolitique dont on doit instrumentaliser politiquement pour atteindre les objectifs. La RDC, comme l'a dit le chef de l'État, Tshisekedi, c'est un pays solution avec de grandes réserves forestières. La RDC, c'est la forêt équatoriale, plus de 60% de son étendue. Et vous pensez aujourd'hui que c'est un argument d'État pour Kinshasa de pouvoir peser sur la balance au cours de ces discussions qui sembleraient être en cours jusqu'aujourd'hui? Oh, voilà. Alors là, peut-être vous abordez les problèmes de la concession, ce qu'il faut faire comme concession, c'est pas moi. Oui, donc les concessions possibles. Parce que à l'entame de cet entretien, j'ai parlé de concessions possibles entre les deux parties. Oui, bon, le problème, vous voyez, en coopération internationale, on parle pas tellement de concessions, on parle plutôt de réciprocité. C'est-à-dire que la coopération internationale peut être définie. Les spécialistes définissent ça. Ça, c'est une définition, en fait, d'un spécialiste, c'est Robert Keohane. On dit que c'est une condition dans laquelle les acteurs participants prennent des mesures pour adapter leur comportement aux besoins des autres, c'est-à-dire que des partenaires qui est en face à travers, n'est-ce pas, un processus de coordination, n'est-ce pas, de politique. Donc, les Américains ont leurs besoins, nous aussi, on a nos besoins. OK? Et j'ai dit que le point focal maintenant, au niveau international, c'est la transition énergétique qui va façonner, n'est-ce pas, le monde futur. Là-dedans, vous allez trouver, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle, vous allez trouver la transition, évidemment, comme je dis, la transition énergétique. Nous sommes en train, les choses sont en train de bouger très sérieusement au niveau international. À l'heure actuelle, la Chine, qui est entrée ici depuis le régime passé, contrôle, n'est-ce pas,
un très grand pourcentage de non-minéraux stratégiques. Je ne sais pas le pourcentage exact, mais ça va... Je rappelle aux téléspectateurs qu'on parle de minéraux stratégiques, c'est notamment le cobalt, le coltan et tout ce minéral qui contribue justement au développement énergétique actuel dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques, la fabrication de tout ce qu'on a comme composantes dans nos téléphones et les ordinateurs. Donc vous dites que c'est la Chine qui a gagné ce marché. Qui a gagné ce marché jusque-là, qui a exploité le marché congolais. Et c'est très élevé, le contrôle. Je ne veux pas avancer les chiffres ici parce que je ne suis pas tellement sûr, mais c'est entre vers les 70 ou les 80%. Donc, maintenant, l'Amérique a ce besoin-là du contrôle, de contrôle aussi, de l'accès, n'est-ce pas, à ces matières stratégiques. Parce que c'est à partir de ces matières stratégiques-là, qu'on peut résoudre l'équation dont je vous ai parlé, l'équation, n'est-ce pas, de l'impératif énergétique pour prétendre être une puissance au niveau international. La Chine est déjà très avancée dans le contrôle de ces énergies là-bas. L'Amérique vient maintenant pouvoir avoir accès à ces matières là-bas. Ça, c'est leur besoin. Moi, je dis que c'est une coordination, n'est-ce pas, de politique entre les partenaires. C'est ça la coopération. De chaque côté, on tient compte des besoins, n'est-ce pas, des autres. C'est ça la réciprocité qu'il y a de la coopération. Nous, on a besoin quoi? Nous avons besoin de la sécurité, effectivement, comme vous avez dit là-bas, dans notre pays, parce que vous, on ne peut pas parler. Et vous avez, Massad Boulos a parlé de ça, qu'on ne peut pas faire les affaires sans la sécurité. Donc, c'est la condition primordiale. On doit d'abord sécuriser les pays. Et ça, ça fait déjà partie de nos besoins. Nous avons besoin de ça. Et en plus de ces besoins, nous avons aussi besoin de nous développer. Nous voulons développer notre pays. Et ça, c'est la suite, justement, de cet accord. Ça fait partie. Donc, eux, ils viennent pour leurs intérêts. Nous aussi, on vient aussi pour nos intérêts. Et ensemble, nous allons coordonner le processus. C'est ainsi que Boulos parle de la voie à suivre. Il a dit ça. Il s'est mis d'accord avec le président de la République sur la voie à suivre. C'est ça, ce qu'on appelle le processus, justement, dans la coopération internationale. Alors, on parle, l'émission aussi, ça sert aussi de pédagogie. On parle justement de cette coopération. Professeur, je veux que vous soyez un peu plus méthodique. Cette coopération portera sur quoi? On sait que c'est sur le minerai en échange de la sécurité. Qu'est-ce que les Américains viennent faire au Congo si jamais cet accord est signé? Et quand les valises américaines tombent sur le Congo, les investisseurs américains viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent dans les mines de la RDC ou qu'est-ce qu'ils font? Ils entraînent les forces armées de la RDC. Comment vous entrevoyez? Je sais que vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, mais au moins, l'idée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée que ça va être le cas? Bon, je crois que Massad Boulos, l'envoyé spécial du président Trump, a déjà esquissé un peu le domaine de l'application, n'est-ce pas, de cet accord. Probablement, nous avons l'aspect sécuritaire. Ça, c'est l'armée. Ça, c'est l'armée, c'est-à-dire que nous avons besoin qu'on sécurise, évidemment, tous les territoires congolais. Là, ça va se passer au niveau de la... Mais je n'ai pas les spécifiques, je ne sais pas. Ce sont des accords stratégiques qui souvent, on ne va pas vous dire exactement ce qui va se passer entre les deux pays et ainsi de suite. Mais, dans ma connaissance, je sais que les États-Unis, là où ils vont investir, ils vont certainement sécuriser les territoires. Ils ne peuvent pas aller dans un territoire où il y a la guerre. Et puis nous avons tout intérêt à contrôler aussi tout le territoire entier. Les territoires occupés maintenant à l'est du pays échappent maintenant à l'économie du pays. Donc nous avons tout intérêt à récupérer ce territoire là-bas. Comment on va y arriver? J'ai entendu le département d'État américain dire que l'Amérique a les moyens, et nous tous nous savons que l'Amérique a les moyens pour restaurer l'ordre et la paix à l'est du pays. Ça, il n'y a pas de doute. Ils veulent que ça soit pacifique, oui, d'accord,
En politique internationale, on utilise tous les moyens possibles pour arriver à la paix. Mais parfois, pour arriver à la paix, vous pouvez passer par des moyens coercitifs, vous pouvez aussi le faire. Et le but à la fin, c'est de trouver la paix. Si on peut trouver ça facilement, n'est-ce pas, avec des accords, on s'entend et tout ça, la diplomatie, tout ça, ça va. Mais souvent, avant d'arriver, n'est-ce pas, à ce stade là-bas des accords, de tout ça là-bas, il y a des résistances. Alors, quand il y a des résistances, il faut casser ces résistances là-bas, c'est tout à fait normal. Alors, donc, comme vous dites concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Les spécifiques, n'est-ce pas, de cet accord sont en train d'être mis en place maintenant. De deux côtés, on est en train d'y travailler. Le peuple congolais doit être patient. Notre gouvernement est en train de travailler pour nos intérêts. Et le gouvernement américain est aussi en train de travailler pour ses intérêts. Chacun, on va se rencontrer. Et moi, je suis persuadé que avec le contexte international à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, de cet impératif-là énergétique, on peut effectivement avoir beaucoup de chances d'atteindre une coopération gagnant-gagnant. Alors, quand on parle justement de cette coopération gagnant-gagnant, malheureusement dans votre ouvrage, la coopération internationale et le développement, la pyramide du décollage pour le Congo, vous dites qu'il y a beaucoup de conditions. Il y en a 3 exactement, et que vous schématisez ici. Il y a 3 conditions que le Congo doit remplir. Notamment, la première condition consiste à la qualité des institutions politique et économique. Et la deuxième condition à remplir, vous parlez de l'environnement géographique du pays, et puis vous parlez en troisième position de la coopération internationale. Et vous pensez que ce sont les conditions préalables pour la signature de cet accord, pour la réussite justement de ce partenariat entre les deux pays? Bien sûr, il y a beaucoup de travail que nous devons faire à l'interne. Il y a beaucoup que nous devons faire à l'interne. Les Américains pourront toujours nous aider comme ça. Quand je dis, par exemple, à la base, je vous ai dit... Vous parlez de la qualité des institutions politiques et économiques. La qualité des institutions du pays et les politiques économiques. Voilà, les qualités des institutions. Les institutions du pays doivent être en mesure de favoriser cette coopération entre les deux pays. C'est là-dedans où nous avons tout le problème, n'est-ce pas, que nous évoquons souvent, c'est le problème de gouvernance. Vous savez très bien que les Américains ne travaillent pas dans un environnement, n'est-ce pas, par exemple, la corruption. Ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter la corruption. Ça ne fait pas partie de leurs institutions. Ce sont ces genres de problèmes que nous-mêmes, à l'interne, et il y a déjà beaucoup d'efforts. Vous voyez, le président de la République a déjà fait beaucoup d'efforts là-dedans pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à avoir des institutions qui répondent vraiment aux besoins pour lesquels, n'est-ce pas, elles ont été créées. La plupart des institutions congolaises ne remplissent pas les rôles qu'on leur a assignés. Parce que quand on parle, par exemple, de la justice, il faut que la justice soit là, effectivement, en train de faire son travail. Alors ça, c'est et voilà, c'est ça les problèmes, la qualité, n'est-ce pas, des institutions. Et politique économique. Alors, quand on parle de l'environnement géographique, ouais, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors là, vous voyez, là, à la base, ce sont ces institutions là-bas. Et ça, c'est le problème de gouvernance, bonne gouvernance dans le pays. Et ça, c'est nous. L'environnement géographique? Nous devons faire ça. Alors, l'environnement géographique, c'est le deuxième niveau de cette pyramide, parce que vous pouvez avoir des bonnes institutions dans votre pays, vous pouvez avoir de bonnes politiques et ainsi de suite, mais vous êtes localisé quelque part dans le monde. Et la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique, entourée, n'est-ce pas, de 9 voisins. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'environnement. Nous sommes dans un environnement géographique. Donc cet environnement géographique là-bas, nous devons arriver à le contrôler. D'abord, nous devons contrôler, être capable de créer ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un État-nation. État-nation,
L'État-nation, c'est... le gouvernement doit être capable de contrôler tout notre territoire en matière de gouvernance. Tout le territoire doit être occupé, y compris, n'est-ce pas, la gouvernance économique. À l'heure actuelle, l'économie de l'Est, depuis de Goma à Bukavu, nous échappe. Voilà, c'est ça. Quand je parle de l'environnement géographique sur le territoire. Deuxième chose, c'est la terre que vous possédez, l'agriculture. Beaucoup de pays au monde ont été développés à partir de l'agriculture. Nous devons arriver à maximiser nos capacités agricoles. Et il faut savoir que dans les atouts justement de ce pays ici, entre autres, considéré par les États-Unis, il y a aussi justement ce problème, n'est-ce pas, des terres que nous possédons ici. Ouais. Alors, le dernier point à ce niveau là-bas, c'est le voisinage. Je vous ai dit que nous sommes entrés par 9 voisins. Si vous êtes dans un milieu géographique où vous êtes entouré par des pays riches, ça peut vous aider à avancer. Mais si vous êtes entouré par les pays pauvres, ça peut vous compliquer les choses. Et encore pire, si vous êtes entouré par des pays pauvres et hostiles, ça vous crée des problèmes. Et dans ce cadre là-bas, nous avons tout intérêt à contrôler tous nos voisins. À savoir être... C'est le bon voisinage, quoi. C'est la politique de bon voisinage. S'il y a vraiment des voisins qui ne sont pas dans cette logique là-bas de bon voisinage que nous sommes en train de prôner dans la politique étrangère de notre pays, nous devons en tout cas nous en occuper parce que sinon on ne va pas avancer. Alors le tout au sommet de la pyramide, vous parlez de la coopération internationale. Au sommet de cette pyramide, c'est la coopération internationale gagnant-gagnant. Vous voyez? Ce qui n'a pas été le cas depuis 115 ans. Je vous ai dit que depuis 115 ans, notre coopération avec les pays capitalistes n'a jamais atteint ce niveau de gagnant-gagnant. On est en train de lutter sur ça. On a pensé qu'on pouvait en faire autant gagnant-gagnant avec les pays des BRICS. Apparemment, ça n'a pas marché, ou bien bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais l'opportunité nous est offerte maintenant dans l'accord qu'on a à l'heure actuelle pour arriver à résoudre le sommet là-bas de cette pyramide. Alors quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez des conditions nécessaires et suffisantes pour le décollage économique, n'est-ce pas, pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Voilà, professeur, on vous sent très optimiste dans le cadre de cette coopération entre la RDC et les États-Unis, parce que vous y avez vécu très longtemps, vous y aviez enseigné, vous étiez là comme enseignant dans beaucoup d'universités. Et aux États-Unis, vous n'êtes revenu au Congo, qui est à 97, et c'est un pays que vous maîtrisez très bien. Mais dans l'entretemps, on parle des États-Unis qui n'investissent pas suffisamment en Afrique. Par exemple, le chiffre dont on dispose ici, on parle de 152 milliards d'euros que les Chinois ont investi en Afrique, dont 45 milliards rien qu'en 2024, pendant que les États-Unis sont en train de se battre pour avoir finalement retiré ne serait-ce que les 7 milliards de dollars investis dans le cadre de USAID, qui est son agence de coopération internationale. Vous pensez que déjà avec les mesures de rétorsion que le président Trump est en train d'instaurer depuis son retour à la tête du pays, notamment qui consiste dans sa campagne, dans sa guerre commerciale qu'il a déclarée au monde entier, la RDC concernée, le Congo doit payer quelque chose comme 11% de droits de taxation à tous les produits que nous exportons vers les États-Unis, dont principalement le minerai que nous vendons aux Américains, que les Américains achètent. Aujourd'hui, cette guerre commerciale a fragilisé beaucoup d'économies au niveau mondial, dont la Chine aujourd'hui, qui a trouvé des mécanismes de se faire beaucoup de réserves pour justement se promener contre ces mesures économiques. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains devront être perçus comme étant des partenaires crédibles pour le pays et pour toute l'Afrique entière? Ok, alors là, vous abordez là le problème, n'est-ce pas, de la politique étrangère américaine. Je ne sais pas si on aura le temps vraiment d'entrer dans
tous ces détails. Dans la politique étrangère américaine, on distingue en principe 4 écoles. 4 écoles, ça dit que 4 courants. Il y a des conservateurs traditionnels, il y a des conservateurs, des néoconservateurs, il y a des libéraux traditionnels, et puis il y a des néo-libéraux. Je ne vais pas entrer dans toutes ces écoles là-bas. Toutes ces écoles là-bas, si vous allez à la politique étrangère américaine, vous allez voir que c'est désigné suivant certains, les anciens présidents américains. Par exemple, les corps des conservateurs traditionnels, on les appelle, n'est-ce pas, des Jacksoniens. C'est l'école jacksonienne. Alors, vous allez voir la différence qu'il y a eu, par exemple, entre Biden, l'administration Biden et l'administration, n'est-ce pas, Trump. Ce dont vous êtes en train de parler là. Ça fait partie justement de ces écoles-là. Parce qu'il y a, chaque école a ses priorités. Trump peut être classé en fait parmi les conservateurs traditionnels. Il peut être parmi les conservateurs traditionnels qui sont très concernés par la sécurité nationale américaine. Le fameux Amerifest. Voilà, il est très concerné par la sécurité nationale américaine. Tout ce qui dérange la sécurité nationale américaine, vous aurez Trump sur votre tête. Et je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, il y a cet impératif-là énergétique qui affecte la sécurité nationale américaine. C'est pour ça que Trump est là-dedans. Et en plus de son souci, comme vous voyez, quand il était dans son premier mandat, il parlait de America First. America First, c'est-à-dire que il s'occupe de la sécurité américaine. C'est-à-dire que l'Amérique doit gagner d'abord. Et puis, on voit les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la coopération. Ou bien il veut isoler, n'est-ce pas, les États-Unis. Non. Mais il veut une Amérique qui gagne. Donc, quand il est en train de jouer maintenant, de parler maintenant de tarifs avec les autres, l'Europe, la Chine, et ainsi de suite, ça fait partie, en fait, de sa politique, ses priorités au niveau, n'est-ce pas, international. Et ça dépendra aussi des pays. C'est pas, quand vous allez voir ce tarif là-bas, nous, on est à 11%, pendant que la Chine, ça dépasse oui, les 100%, et pour ça, il sait pas moi, et ainsi de suite. Donc, il est en train de s'occuper des intérêts de son pays. Et ce sont les là-dedans, dans cette politique étrangère, la partie la plus importante, justement, ce sont les intérêts militaires et stratégiques, n'est-ce pas, des États-Unis. C'est justement, on parle de ces intérêts militaires, c'est ce qu'a déclaré justement Massad Boulos sur le retrait du M23 et de RDF du territoire national. C'était à l'issue de son audience avec le président Kagame, dans le compte rendu, la fin de sa mission dans la sous-région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'on va voir avec la régie? Comment est-ce que les Américains sont devenus presque intransigeants justement pour la cause congolaise? Et vous allez voir par la suite avec le professeur pour savoir si exactement c'est ce qui justifie justement ces changements de temps du côté de Washington. Eh bien, permettez-moi d'abord de clarifier quelque chose. La position des États-Unis a été et continuera d'être très très claire à ce sujet. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. C'est notre position et elle est très claire. Nous l'avons rendue très claire et nous continuerons à pousser dans cette direction. Maintenant, cela dit, nous savons tous que cela ne peut être résolu
que pacifiquement. Cela ne peut pas être gagné et ne peut pas être conclu par la force. Cela doit être résolu par le dialogue et pacifiquement. Et je peux aussi signaler que je suis sûr que vous avez vu que nous avons récemment constaté de très bons progrès. Il y a eu quelques gestes, je dirais, de bonne foi et des gestes de bonne volonté. Sur le terrain, comme je l'ai indiqué dans ma déclaration d'ouverture, le M23, avec l'aide du gouvernement rwandais, bien sûr, et probablement sous une certaine pression ou impulsion des Rwandais, ont pu se retirer de Walikale vers l'est, probablement à plus de 100 km vers l'est en direction de Masisi, et probablement au-delà de Masisi. Ce mouvement a permis à notre entreprise américaine Alpha Mine de rouvrir, et nous avons vu que Alpha Mine avait dû fermer, malheureusement. Vous avez dit que c'est aussi une option en relations internationales de trouver une solution négociée à toute crise sécuritaire ou militaire. Oui, il dit que on doit trouver ça par les moyens pacifiques. Il parle de dialogue. Le dialogue, nous sommes dans le dialogue depuis longtemps. Hein, quand on parle, n'est-ce pas, de Nairobi, quand on parle de Luanda, tout ça là-bas, c'est le dialogue. Le gouvernement congolais est en fait dans la diplomatie. On a promu, n'est-ce pas, le dialogue dans la résolution de ce conflit à l'est du pays. Donc, nous ne sommes pas, et même dans Boulos, qui ça, le représentant du président Trump, lui-même aussi avait parlé justement du processus de Luanda et de Nairobi. Le gouvernement congolais certainement disposé à trouver une réponse pacifique à ce conflit. On ne voudrait pas que ce soit un problème, une solution militaire. En région internationale, on encourage la paix, la coopération, le dialogue. C'est là, c'est la diplomatie qu'on encourage, n'est-ce pas, en relation internationale. Alors, mais l'usage de la force fait aussi partie des relations internationales. C'est-à-dire, vous pouvez faire une guerre. Nous sommes dans une guerre ça fait 30 ans maintenant, n'est-ce pas, qu'on est en train de se battre. Alors, l'issue de la guerre, ça sera, on va s'entendre la manière qui est acceptable, n'est-ce pas, et on met fin à la guerre. Voilà, on va écouter cette fois-ci un autre chercheur spécialiste des questions de géopolitique, biopolitique. Je parle du professeur Emmanuel Kayembe de l'université de Lubumbashi que nous avons rencontré justement à l'INULU il y a quelques semaines. Il parle aussi, justement, il a évoqué ces questions de la coopération entre les États-Unis et la RDC. Il a parlé de la stabilité du pays dans la sous-région de Grand Lac. Pour lui, oui, il faut la coopération, mais la paix au Congo passe exclusivement par le développement de capacités militaires du pays face à ses 9 voisins pour être une puissance militaire dans la sous-région de Grand Lac. C'est ce qu'on va écouter et puis on revient juste après. Le Congo démocratique ne connaîtra pas d'état de paix. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'au niveau de la politique étrangère du Rwanda, ils ont un objectif géopolitique sur la RDC. Alors pour arrêter ces velléités du Rwanda, il faut opposer au Rwanda une force armée capable d'anéantir son projet géopolitique. Je suis très clair. Le Congo ne connaîtra pas de temps de paix tant que le Rwanda aura des objectifs géopolitiques sur le Congo. Alors pour mettre à mal le Rwanda, il faudra l'opposer une force armée dissuasive.
premier élément. À propos des ressources, vous faites allusion, les États-Unis pouvaient, ainsi de suite. C'est bien beau, tout ça. Quand vous regardez le Katanga, vous avez une grande base militaire, la base de Kamina. Dans la province du Haut-Lomami. La base de Kamina, une base très énorme. Est-ce que si le gouvernement congolais finançait la réhabilitation de cette base-là, entretenait les militaires là-bas, les équiper, je vous dis, ça va contribuer substantiellement dans l'émergence de la puissance congolaise. Nous laissons Kamina. Nous prenons toutes les bases des commandos qui étaient vers l'Équateur. Voyez-vous, c'est qu'au-delà de rester dans l'attente d'un soutien étranger des États-Unis, mais nous devons avoir une politique nationale en matière de sécurité. Tshisekedi a fait quelque chose de merveilleux. Depuis que le Congo est Congo, c'est lui qui va faire la loi sur la programmation. La loi de la programmation militaire qui prévoit jusqu'à $1 milliard d'investissement. Oui. Alors, non, nous devons nous demander, pendant qu'il est au pouvoir, qu'en est-il de la loi de la programmation de l'armée? Ces frontières et éventuellement avoir une force de dissuasion qui fasse que les voisins ne puissent pas nous déranger. C'est ça ce que il est en train justement d'évoquer. En réel politique, et je voudrais souligner que l'Amérique est souvent dans la réelle politique. Dans la réelle politique, la sécurité du territoire, la sécurité du territoire n'est pas confiée, n'est-ce pas, aux institutions internationales. On ne confie pas la sécurité. L'Amérique ne confie pas la sécurité de son territoire aux institutions internationales comme l'ONU ou quoi, ainsi de suite. Non, c'est pas vrai. La sécurité d'un pays est tenue par ses forces militaires, la force interne. Si militairement, vous êtes dans l'incapacité de défendre vos frontières, en réelle politique, on va vous conseiller d'aller faire l'alliance à une puissance qui puisse vous aider. Et comme ça, vous allez contrôler votre territoire. Bon, c'est une alliance. Les alliances se font et se défendent de toutes les façons. Ça se fait à travers le monde. Et là, justement, nous tombons dans le cas actuel parce que nous autres, le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, n'a pas hérité d'un... Bon, je ne critique pas nos forces armées, je sais que ce sont des gens qui sont en train vraiment de faire de leur possible, ils sont en train de se sacrifier pour ce pays, ainsi de suite. Mais pour des raisons, tout ça, le passé historique qu'on a connu, tout ça là-bas, nous n'avons pas été capables, pendant 30 ans, on est en guerre, on n'a pas pu mettre fin à cette guerre là-bas. Et si maintenant, une alliance, par exemple, avec les États-Unis, qui est une puissance, peut venir nous aider à contrôler notre territoire et à mettre sur place maintenant une armée qui soit forte et dissuasive. Voilà. Pourquoi ne pas y aller? Ça serait une opportunité. Voilà, le Congo avec les Américains, ce n'est pas seulement la coopération sur le minerai. Les deux pays, dans le cadre de vastes projets dans la sous-région de l'Afrique australe, parce que le Congo est membre également de la SADC, qui est la communauté économique du pays d'Afrique australe. Les deux pays, la RDC, l'Angola et les États-Unis, ont travaillé sur un projet vers la fin de la mandature de Joe Biden à la tête des États-Unis. Il s'agit de ce projet de Lobito. Lobito, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de ses sommets en Angola, a parlé justement des avantages de ce projet qui doit propulser le développement du pays dans cette partie, justement dans sa partie sud. Vous voyez que les corridors de Lobito, c'est autour de 1800 km qui doit justement rassembler, relier beaucoup de pays, 3 pays dans la sous-région de l'Afrique australe, et jusqu'au port de Lobito, là nous sommes en Angola, et transporter le minerai et jusqu'aux États-Unis. On écoute Félix Tshisekedi, on revient juste après. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole
aujourd'hui dans cette réunion dédiée au développement du corridor de Lobito, un projet porteur d'espoir pour nos pays et pour notre région. Je tiens à remercier le président João Lourenço pour son leadership et son hospitalité. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant. C'est un grand projet, comme vous venez de suivre, professeur, qui entre justement dans les cadres de la coopération entre la RDC, les pays de la sous-région et les États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est justement aussi c'est ce qui va contribuer à l'émergence de ce projet quand on sait que rien qu'en 2024, les Chinois ont investi au Congo jusqu'à 12 milliards de dollars et qu'au bon moment, les Congolais est en train de travailler et pour mettre de côté un peu les Chinois pour s'occuper parce qu'elle a besoin de résoudre son problème de la RDC, bien sûr, elle est en train de vouloir résoudre son problème d'insécurité et que finalement, ces genres de projets peuvent permettre de booster l'économie du pays comme le ferait par moment, même en demi-teinte, les Chinois. Le projet de Lobito, comme le dit son Excellence, le président de la République, est important. Ça s'inscrit dans la politique du Congo, en fait, de l'intégration régionale. Le Congo est au centre, n'est-ce pas, de l'Afrique, et le Congo veut vraiment que l'intégration régionale ait lieu. Ça, on voit comment le président de la République travaille vraiment avec tous nos voisins. Nous voulons vraiment qu'il y ait intégration. À l'heure actuelle, on parle intégration, on parle coopération. On a oublié toute cette histoire là-bas de guerre, de violence, tout ça là. Ce n'est plus à la mode, c'est pas ça. Donc, ça, évidemment, au niveau régional, le corridor de Lobito joue un rôle très important. Il y a la Zambie qui est là-dedans, il y a l'Angola qui est là-dedans. Évidemment, nous, au Congo, nous devons aussi travailler de notre côté de telle sorte que nous puissions aussi tirer des dividendes de ce corridor là-bas de Lobito qui sera utilisé par l'Amérique pour la sortie, n'est-ce pas, de ces matières stratégiques. Il n'y a pas que le corridor de Lobito. Il y a aussi on parle aussi du corridor nord. On parle aussi du corridor, n'est-ce pas, central. On parle du corridor sud. Et puis on parle aussi du corridor national, ça dit que le port en eau profonde de Banana. Vous voyez, tout ça, ça fait partie justement de cette synergie justement régionale que nous avons. Nous sommes en train d'ouvrir nos portes, n'est-ce pas, à nos voisins au niveau régional pour booster justement l'intégration en matière économique. Mais nous devons être très bien préparés nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons savoir que les corridors... c'est dans l'intérêt en fait des puissances occidentales
Le corridor de l'Obito joue pour les intérêts américains. Vous voyez, ça part à l'océan Atlantique. Ouais. Quand la Chine veut sortir les minerais stratégiques du Congo, la Chine ne va pas aller à l'Obito. Elle va à l'océan Indien. Il va aller, n'est-ce pas, vers l'océan Indien, vers Dar es Salaam. Ouais. Alors, vous voyez. Donc, bon, ça fait partie justement de cette synergie là-bas. Mais nous devons aussi savoir comment profiter justement de tous ces corridors là-bas pour nous, au niveau de l'intérieur, qu'on ait aussi une intégration économique qui favorise aussi notre corridor national qui est le port de Banana. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, on aurait pu continuer, mais le temps, c'est le temps. On doit la boucler par ici. Il y a beaucoup d'enseignements que vous avez donnés à travers cet entretien qui parlait justement de la coopération en vue entre la RDC et les États-Unis dans ce domaine de la transition énergétique, dans le domaine de l'exploitation minière contre la sécurité du pays. Vous voyez que la RDC est depuis quelque temps, on parle depuis de 30 ans, plongé dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Les États-Unis, première puissance économique du monde, avec un produit intérieur brut évalué jusqu'à 27 billions de dollars justement, qui est un pays qui dispose beaucoup de ressources financières et qui a besoin justement de matières premières de la RDC, et pour booster son économie, ses importations sont évaluées aujourd'hui en 2025 à quelques 400 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est un pays qui achète beaucoup à travers le monde et c'est un pays qui a besoin de la contribution de toutes les parties du monde pour se développer, même si vous savez que le président américain Donald Trump a instauré un système d'imposition, taux d'imposition de minimum de 10% pour tous les produits qui arrivent au pays. La RDC qui exporte beaucoup de minerais vers les États-Unis, attend peut-être pouvoir capitaliser cette coopération pour négocier les réductions. Ce qu'on va voir dans nos prochains numéros de cette émission Géopolitique. Professeur Poité, je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales, vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa, vous avez enseigné les relations internationales aux États-Unis et vous êtes détenteur de beaucoup de diplômes. Vous étiez notamment à l'université Columbia, Caroline du Nord et du Sud plutôt, et vous n'êtes revenu au Congo qu'en 1997. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt sur Géopolis Télévision. Mm-hmm.